et plus ou moins une partie de mon objectif professionnel ou de ma vision professionnelle tourne autour de tout ce qui est argent, finance, monnaie. Et j'ai le plaisir d'aborder avec vous un thème assez crucial, que ce soit pour nous en tant qu'individus ou nous en tant qu'entrepreneurs, c'est la maîtrise de son budget. Parce que parfois, très souvent, même on se demande, mais qu'est-ce que j'ai fait avec l'argent? Où est passé mon argent? Et aujourd'hui, on va essayer de voir de manière assez pratique comment est-ce qu'on peut se rassurer qu'on n'en arrive plus à se poser la question où est passé l'argent? Parce que soit on le saura d'office, ce qu'on a fait avec, soit on aura prévu que, OK, au moment où je vais en manquer, voilà ce que je vais faire. Donc, ma présentation du jour sera en deux parties. Une partie slide comme ça qui, je l'espère, ne va pas trop durer, où on va blabater un peu. Et une partie un peu plus pratique, où on va voir concrètement ça ressemble à quoi de suivre ses finances. Donc, très simplement, aujourd'hui, on a trois objectifs. Pouvoir comprendre d'abord d'où vient-il que je travaille ou bien j'ai un business qui marche, mais à un moment donné, je manque d'argent. Ça, c'est la première chose qu'on doit comprendre, ça vient d'où. La deuxième, c'est si je veux changer l'état des choses, si je ne veux plus me retrouver dans une situation où je manque de fonds, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place? Et la troisième et dernière chose qu'on va voir, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour sécuriser cette dynamique-là sur le long terme et vraiment pouvoir passer à autre chose. Parce que l'un des objectifs financiers les plus intéressants, c'est pas de se dire je ne veux plus manquer d'argent, mais de se dire ah, quel est le prochain niveau de richesse ou bien de valeur ajoutée que je veux atteindre, etc. Donc, sans plus tarder, la partie un où on va comprendre en fait pourquoi est-ce qu'on manque d'argent à un moment donné. Et ça va peut-être vous surprendre ou pas, mais il n'y a que trois situations ou bien trois cadres dans lesquels il est logique et normal de changer d'argent, de manquer d'argent. La première chose qui peut expliquer pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses, c'est la situation dans laquelle vous êtes. Et pour ceux-là qui ont fait un petit peu des études de gestion ou qui sont peut-être passés par la gestion de projet, je crois qu'on aborde ça quand même là-dedans, il y a ce qu'on appelle la courbe de vie d'une entreprise. Et cette courbe de vie d'une entreprise là, peut s'adapter à tous les cas de figure, y compris à nous en tant que professionnels. Donc, à un moment donné, tu te lances, tu te dis que tu as le meilleur produit, que tout le monde voudra avoir, voudra s'arracher. Mais la réalité, c'est que le terrain va te dire que mon frère, on ne veut pas ta chose là. Ça va prendre du temps avant que les gens te connaissent, avant que les gens te fassent confiance, avant que les gens payent chez toi et qu'il y ait suffisamment de gens qui payent régulièrement pour que tu puisses te dire, j'ai un business qui marche. Tu es en pleine recherche de ton product market fit. À un moment donné, tu trouves la formule qui marche, les choses avancent, il y a même tellement de demandes que tu te dis que, hey, il me faut de l'argent, il me faut des financements, il me faut une plus grosse équipe, un plus gros bureau pour bien gérer, en pleine phase de croissance. Mais même dans cette phase-là aussi, il peut y arriver qu'il y ait des petits décalages où, voilà, certes, il y a de la demande et tout, mais il n'y a pas forcément d'argent dans les caisses, ou bien l'argent qui entre est immédiatement dépensé, etc. Puis il arrive un moment de stabilité où voilà, tout est prévisible. Tu sais à peu près combien tu vends par mois, exactement c'est quoi tes charges fixes, tes charges variables. Et la vie tourne un peu tranquillement. Ton seul boulot, c'est d'optimiser ce qui se passe. Et si tu ne fais pas attention, il y aura la quatrième phase de la courbe où les choses déclinent. Bon, mais pourquoi est-ce que j'en parle exactement? Parce que dans les deux premières phases, celle où tu te cherches, celle où, par exemple, si tu es un professionnel, tu es en plein stage pro, tu ne gagnes pas grand-chose, tu vas d'ici à là, sans vraiment te faire du chiffre comme il faudrait pour un professionnel. Dans ces deux phases-là où tu te cherches, ou peut-être à un moment donné, tu as une confirmation quelque part, tu reçois ton premier salaire, mais avec ce premier salaire-là viennent les premières obligations à peut-être sortir de la maison des parents, peut-être s'habiller mieux, peut-être manger mieux, aller avec les collègues quelque part après le boulot. Il y a toujours ces deux premières phases-là qui sont problématiques et qui font que forcément, même si tu as de l'argent qui rentre un peu, ou bien avec une grosse demande, il y a des moments où il y aura des tensions de trésorerie. Et donc, dans cette situation-là, c'est normal que tu manques d'argent. Si tu es en phase de maturité où les choses sont prévisibles, mais que tu manques d'argent, c'est que c'est peut-être le deuxième point qui est ton problème, les habitudes. Et derrière les habitudes, c'est tout ce qu'on connaît déjà. C'est toi qui ne fais pas qui ne tiens pas ta comptabilité, c'est toi qui dis que la poche de ton entreprise, c'est ta poche dont tu te sers quand tu veux. C'est toi, bref, c'est cette mauvaise habitude-là qu'on connaît déjà tous un peu, qui dépense plus que ce que tu ne gagnes, etc.
Mais maintenant, il y a aussi des choses qui ne dépendent pas de nous, mais qui font quand même qu'on en arrive à manquer de fonds. Et ça, c'est ce que j'ai appelé les anomalies. Il peut y avoir une crise financière, l'entreprise dans laquelle tu travailles peut avoir perdu son capital ou bien il lui est arrivé quelque chose, on vous licencie tous, ça ne dépend pas de toi, mais tu te retrouves dans une situation où tu n'as pas d'argent. C'est logique. Il peut y arriver que le produit que tu vends est soudainement interdit par le gouvernement. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux plus vendre. Tu manques d'argent. C'est logique. Donc, ces trois états-là, ces trois éléments-là permettent de savoir ou d'apprécier ma situation actuelle là. Celle qui fait que je n'ai pas d'argent, elle vient peut-être soit de mon contexte, soit de mes habitudes, soit de quelque chose d'externe qui m'influence. C'est important d'avoir une petite idée par rapport à ça parce que très souvent, on va très vite vers le quand je n'ai pas d'argent, c'est juste qu'il faut que je gagne plus d'argent, alors qu'il y a des petites choses logiques qui expliquent pourquoi je n'ai pas d'argent et sur lesquelles il faut plutôt jouer. Et là, je vais faire un focus très bref sur ce qu'on appelle le BFR, besoin en fonds de roulement. Ça concerne principalement les entreprises, mais c'est aussi applicable à un professionnel ou à un individu. Parfois, et bon, c'est plus visible dans les entreprises, par exemple, qui font des marchés publics, ou bien dans les entreprises de commerce. Euh, Tu achètes de la marchandise quelque part. Tu te dis, ah, vraiment, je n'ai pas tout l'argent, pardon, arrête déjà la partie si je vais venir te payer après, dès que je vends un peu. De la même façon, ton client vient chez toi, il se dit, ah, vraiment, ta marchandise, s'il me plaît, je veux prendre telle grosse quantité si, arrête un peu l'argent si, je vais te donner le reste après. Entre-temps, une partie de ton stock reste chez toi, mais ton client ne t'a pas encore payé, ton fournisseur attend que tu le payes, le stock est là, mais les factures n'attendent pas, ton bailleur n'attend pas, tes employés n'attendent pas, les impôts n'attendent pas. Ce décalage qu'il y a entre l'argent que tu dois recevoir, les stocks qui est de l'argent immobilisé chez toi et ce que tu dois payer à tes fournisseurs, tes autres parties prenantes, c'est ça qui crée en fait le besoin en fonds de roulement. Tu as besoin d'argent pour que les choses continuent à tourner. Et le fait que pour beaucoup, on n'en soit pas vraiment conscient de qu'est-ce qui se passe dans nos finances, de qu'est-ce qui se passe à ce niveau-ci, on en arrive à une situation où, certes, peut-être tu vends même beaucoup, tu as même un chiffre d'affaires qui ne fait qu'augmenter. Mais parce que ce chiffre d'affaires-là est décalé par rapport à tes obligations financières, tu te retrouves toujours à devoir emprunter ici et là pour essayer de gérer l'entre-deux, de besoin en fonds de roulement. Donc, c'est une petite notion qu'on va mieux comprendre tout à l'heure dans les exemples pratiques, mais gardons-les à l'esprit. Donc, pour ce qui est maintenant de comment ça se passe de manière pratique, la gestion financière, comment est-ce que je me rassure que je n'en arrive plus à manquer d'argent? Il y a en réalité trois temps essentiels. Le premier, c'est la prévision. Je dois avoir un budget prévisionnel. Le deuxième, c'est que je dois noter ce qui se passe au jour le jour. Et le troisième et dernier temps, c'est celui de l'évaluation. Ok, j'avais prévu ceci, il s'est passé tout ceci au long de la période pour laquelle j'avais prévu ces différentes charges ou entrées ou revenus. Et à la fin du jour, est-ce que mes prévisions étaient réalistes? Est-ce que mes réalisations ont excédé mes objectifs? Est-ce que j'ai dépensé plus que ce que j'avais prévu? Est-ce que j'ai gagné plus que ce que j'avais prévu? C'est l'un des temps essentiels. Parce que tu peux bien prévoir, et la plupart du temps, certains entrepreneurs prévoient, on va faire des gros business plans, on va faire de grandes prévisions en début d'année pour se dire, voilà ce qu'on va faire. Mais si on ne prend pas le temps, un, de noter ce qui se passe au jour le jour, et deux, de s'asseoir à un moment donné pour se rendre compte, voilà où est-ce qu'on en est à ce niveau-ci, voilà de manière cumulative ce qu'on a réalisé comme revenu, ce qu'on a réalisé comme charge et ce qu'il en résulte pour notre trésorerie. Si on ne prend pas ce temps-là, non seulement on peut avoir dévié de l'objectif qu'on avait au départ, et on peut avoir eu une très mauvaise appréciation même de ce qui devait se passer, mais pour la suite même encore, on n'aura pas vraiment de bons éléments pour pouvoir se dire, voilà ce qu'on va faire pour les 6 prochains mois, pour l'année prochaine, pour les 2 prochaines années, etc. Donc, trois temps. Je prévois, je note ce qui se passe et je compare et j'évalue à la fin ce qui s'est passé pour mieux planifier la suite. Et c'est comme ça qu'on se rassure qu'à un moment donné, on sait où est passé l'argent et on prévoit comment ne plus en arriver là. De manière concrète, euh, si je veux pouvoir faire ces suivis-là, prévision, noter ce qui se réalise et faire la comparaison à la fin, je peux être de la vieille école, c'est-à-dire que j'ai mon petit registre, je note chaque jour
voilà mon solde de départ, voilà les opérations qui se passent, voilà ce qui me reste à la fin de la journée. Je peux être un peu plus moderne, avoir mon petit Excel, mon petit Google Sheet. Je note ce qui se passe, je fais mon budget, je prévois, et on va voir tout à l'heure dans les fichiers Excel un peu à quoi ça peut ressembler. Ou grâce à la modernité, je peux avoir ma petite application bancaire ou bien mon application mobile money qui permet quand même de visualiser ce qui se passe. Des applications comme Jamo, par exemple, permettent d'ajouter à chaque opération, chaque dépense, le motif. Et du coup, ça te permet à toi, à la fin, d'avoir des récapitulatifs de, oh, voilà ce que j'ai dépensé en janvier, en février, etc. Voilà ce qui est entré, voilà ce qui est sorti. Plus loin que ça maintenant, si on est une entreprise, bon, c'est vrai que pour les individus aussi, il y a des applications de gestion des finances où tu peux noter chaque soir tes dépenses et autres, si tu as la discipline de le faire, et ça peut vraiment aider. Il y a d'autres même qui peuvent importer vos relevés de compte ou autres pour pouvoir vous permettre de faire ce suivi-là si votre application de banque ou autre ne vous permet pas de le faire. En termes de logiciels de gestion, des applications que vous pouvez utiliser pour faire ce suivi-là, il y a Odoo, mais ça peut être un peu complexe. Il y a Genuka, c'est une application, un ERP camerounais. Il y a Luma aussi qui vient de sortir en Côte d'Ivoire, mais c'est des applications assez locales où vous simplement vous notez les commandes de vos clients. Vous avez enregistré préalablement tous vos produits et services, vous notez les commandes de vos clients, vous scannez par exemple les reçus, les factures que vous avez de vos fournisseurs et automatiquement ça fait la comptabilité derrière. Et ça vous permet de pouvoir créer des petits états qui vous permettent de voir, ah, pour janvier, février, mars, avril, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'on a dépensé, voilà ce qu'on a gagné. Donc, ces outils-là vous permettent en fait de vraiment pouvoir plus facilement matérialiser les trois temps dont on a parlé, la prévision, les réalisations au jour le jour et la comparaison des deux. Donc, on va aller directement bon, quelques petits conseils avant de plonger dans le vif du sujet. Donc, quand on a une entreprise, idéalement, ce serait bien de pouvoir isoler, bon, une entreprise ou même à titre individuel. À titre individuel, si on ne peut pas avoir, par exemple, des sous-comptes, parce qu'en banque, vous pouvez demander à votre banque, en fait, de vous créer des sous-comptes particuliers. Pas simplement un compte épargne, mais mon compte dépenses quotidiennes, mon compte dépenses de voyage, mon compte, je ne sais pas. Vous pouvez demander à la banque de faire ça. Mais maintenant, si vous ne pouvez pas le faire, il y a un système très bête qu'on appelle les enveloppes. C'est-à-dire que, ou bien, parfois, il y a des gens qui ont des classeurs même carrément, où tu peux mettre, bon, sachant que j'ai prévu de dépenser 10 000 pour le loyer, je mets mes 10 000 du loyer dans une enveloppe particulière. J'ai décidé que c'est seulement 25 000 ce mois-ci pour m'amuser dehors. J'ai mon enveloppe de 25 000. La même chose avec les sous-comptes, en fait. Et donc, une fois que l'enveloppe est vide, tu ne peux plus rien faire de plus. Le poste là, tu ne dépenses plus pour ça. Une fois que le sous-compte en question là est vide, tu ne fais plus. La même façon aussi, si tu avais prévu d'épargner, tu fais directement, dès que ton salaire arrive, le virement pour l'épargne ou bien l'assurance va directement dans le compte approprié, etc. Donc, c'est une façon dont les gens ont de se discipliner, à défaut de pouvoir dire que j'ai prévu, mais maintenant dans la réalisation, je mets automatiquement des virements qui me permettent de pouvoir faire la séparation. Ou bien je prends mon argent en bloc, je fais mes enveloppes et je m'y tiens. La règle des 48 heures aussi, c'est une petite astuce qui aide beaucoup, surtout dans les dépenses personnelles. Si je veux acheter quelque chose qui me plaît et que je n'avais pas prévu, je reviens dans 48 heures. Et si dans 48 heures, je pense toujours que c'est bien pour moi, j'achète. Mais bon, maintenant, il y a encore d'autres règles un peu plus strictes. Par exemple, si tu ne peux pas en racheter deux fois avec l'argent que tu as disponible, ou deux ou trois fois, tu n'achètes pas en fait, parce que c'est peut-être pas le moment de faire la dépense en question. Donc, il y a aussi la règle des 5 minutes de cash. Bon, mais ça, c'est simplement pour pouvoir se donner l'habitude de noter ce qui se passe dans notre business et donc, ou bien dans notre vie au quotidien. Donc, le matin, quand je prends mon petit café, mon petit déjeuner, je prends le temps de juste noter qu'est-ce qui s'est passé hier, qu'est-ce que j'ai dépensé, qu'est-ce que j'ai gagné, est-ce que quelqu'un m'a remboursé une dette et du coup j'ai de l'argent en plus, etc. Donc, ça, c'est un peu les individus, un peu les entreprises. Mais maintenant, encore un peu plus pour les entreprises, un dirigeant, ça se doit de prévoir et de ne pas être surpris ni par les anomalies, ni par des habitudes quelconques qui soient négatives en fait. Donc, une des règles qu'on peut mettre en place en tant qu'entrepreneur, c'est celle des quatre yeux. Si c'est moi en tant que dirigeant qui approuve la dépense,
ou bien un gestionnaire ou un manager, ce n'est pas le manager en question qui doit encore aller faire la dépense en question ou qui doit faire le virement. L'idée, c'est qu'il doit y avoir au moins ces deux personnes, à la limite, qui sont au minimum, qui sont impliquées dans un processus décisionnel. Ce n'est pas que quelqu'un est seul responsable de décider ce qu'il doit se payer et de pouvoir le payer. La deuxième chose, c'est le rapport flash hebdomadaire. Comme peut-être vous n'êtes pas la personne qui tenait la comptabilité au jour le jour, il est intéressant de pouvoir faire des contrôles réguliers. Le vendredi soir, par exemple, qu'est-ce qu'il y a dans notre caisse? Qu'est-ce qui s'est passé à la banque? Est-ce qu'il y a des dettes urgentes? Faire ce petit contrôle-là de manière régulière. Et puis, un truc indispensable, en fait, en comptabilité, c'est qu'il faut toujours avoir ce justificatif des dépenses en question. Donc, ça, c'était la partie de blablatage. Je crois qu'on a un peu dépassé de ce qu'on a prévu. Mais je vais me concentrer, ou on va se concentrer maintenant sur le concret. Donc, on s'est dit qu'il y a trois temps dans la gestion des finances ou la gestion budgétaire. Le temps où on prévoit ce qu'on va faire, le temps où on note ce qui se passe et le temps où on compare qu'est-ce qui s'est passé avec ce qu'on a prévu. Là, on va commencer avec un petit exemple de fichier Excel pour un individu. Et globalement, en fait, ce que vous devez savoir pour les entreprises comme les individus, quand on prévoit, on essaie de prévoir juste deux choses, les entrées, les dépenses. Qu'est-ce qui est prévu d'entrée? Pour un salarié, c'est plutôt simple. J'ai mon salaire. Je ne sais pas, peut-être je touche la cotisation en plus ce mois-ci, donc ça va peut-être faire 75 000 en plus. Peut-être j'ai mon petit business à côté qui va me rapporter peut-être 50 000, 60 000. Je le rajoute en plus dans les entrées. Au niveau des dépenses, ben, il faut savoir identifier c'est quoi nos dépenses régulières, c'est quoi nos dépenses fixes, ou bien pour le mois qu'on est en train de considérer, est-ce qu'il y a une dépense exceptionnelle? Ou même parfois, s'il y a une dépense exceptionnelle, on commence à le prévoir plusieurs mois à l'avance et on l'ajoute comme étant quelque chose pour lequel on est en train d'épargner. Et quand on parlait tout à l'heure des sous-comptes, par exemple, si j'ai prévu d'acheter une voiture et que je veux économiser pour ça, et pour pouvoir l'acheter, par exemple, en décembre, chaque mois, je me dis que je mets de côté 120 000 ou etc. C'est une ligne que je peux ajouter à mes dépenses habituelles pour me rassurer que en décembre, quand je vais regarder mes comptes, il y aura 1 million quelque chose ou 2 millions quelque chose pour pouvoir justement aider à faire l'investissement en question. Mais toujours est-il pour être très simple. J'ai noté ce qui est prévu d'entrée. J'ai noté aussi ce qui est prévu de sortir, ce qui est prévu de sortir, que ça sorte en fait. Et la comparaison que je fais est toute bête. À la base, quand je commençais le mois, j'avais combien en caisse? Le total de ce que j'ai prévu que ça entre, le total de ce que j'ai prévu à voir sortir, voilà ça. Et ça te permet en fait de savoir à la fin du mois, probablement, dans quelle position est-ce que je vais me trouver. Là, on remarque par exemple qu'il est dans le rouge, il manque 5 000. Donc, soit il va venir ici là pour réduire ses dépenses de transport, par exemple, ses prévisions en fait. Soit il va se dire que non, peut-être je vais gagner plus ou autre. Mais en général, c'est mieux d'optimiser au niveau des dépenses pour savoir, OK, qu'est-ce que je peux couper ou autre pour me retrouver avec un budget équilibré. On a dit que ça, c'est le premier temps, la prévision. Le deuxième temps, c'est celui de noter ce qui se passe. Donc, au début du mois, tu avais 10 000. Ça revient comme une sorte d'entrée dans ton budget, dans ton journal de trésorerie. Ensuite, tu as reçu ton salaire le 25 du mois, ça fait 150 000. Ensuite, tu as eu ton premier client qui t'a donné 35 000. OK. Mais tu as commencé à payer le loyer, 40 000 elles sont sorties, 10 000 sont sorties pour la nutrition, 2 500. Et c'est en fait cette petite discipline-là que tu fais au jour le jour. Et si tu as bien fait ton fichier aussi, ça te permet de visualiser qu'est-ce qui te reste dans ce que tu as déjà reçu. Parce que après chaque opération, en fait, tu as la lecture de qu'est-ce qui reste en termes de solde au jour le jour. Mais toujours est-il, toutes ces opérations qu'on note pendant le mois ou bien pendant la période qui est considérée, on va les regrouper en fait. C'est pour ça qu'il y a des catégories, des types d'opérations et tout. On va les regrouper pour savoir au total, sur le mois, dans la catégorie ci, qu'est-ce qui est entré, qu'est-ce qui est sorti. C'est ça qu'on a essayé de faire ici avec un petit tableau croisé dynamique. J'espère que les gens connaissent un petit peu Excel. Et le dernier travail qu'on s'est dit dans la gestion financière, la gestion budgétaire, c'est qu'on s'assoit simplement à la fin, on se dit, OK, j'avais prévu de faire quoi? Les prévisions qu'on a notées dans le premier budget. Donc, ces prévisions-là, je les reprends ici. J'avais prévu d'avoir mon salaire de 150 000, mes autres revenus de 75 000. Voilà, il me restait 10 000 à la fin du mois passé.
je devais payer le loyer, je devais ci, je devais ça. Mais maintenant, de manière concrète, ce que j'ai reçu comme salaire, c'était 150. OK. J'ai gagné 95 000 au lieu de 75 000. Donc, il y a un écart de 20 000. C'est une bonne chose quand c'est un revenu. En termes de loyer, j'ai payé la même chose que j'ai prévu. En termes de nutrition, j'ai dépensé un peu moins que ce que j'ai prévu. Donc, l'écart, c'est 3 500, donc c'est positif, etc., etc. Et on va se rendre compte, par exemple, qu'ici, là, parce qu'il a gagné, par exemple, plus que ce qu'il avait prévu, son moins 5 000 là en question, il n'y a pas eu trop de soucis avec. Mais par contre, on se rend compte que sur certains postes de dépenses, il a dépensé plus que ce qu'il avait prévu. Et donc, l'idée d'avoir un petit fichier comme ça, c'est pas simplement pour voir au mois le mois, est-ce que je tiens ma discipline. Le plus intéressant, c'est de pouvoir faire ça sur la durée et de se rendre compte à quel point les choses s'améliorent, de se rendre compte, par exemple, aussi de comment est-ce que les choses évoluent. Ah, peut-être il y a eu une augmentation. Est-ce que j'ai augmenté mon train de vie par rapport à ça? Est-ce que. Plus vous avez la possibilité de prendre des notes sur ce qui se passe, plus vous avez d'informations pour décider de comment est-ce que vous pouvez améliorer votre situation financière, comment vous pouvez vous rassurer que vous n'en arrivez plus au point où vous manquez d'argent simplement. Donc, ça, c'est pour la partie budget individuel, vraiment simplissime. L'idée, c'est de faire ça chaque mois, en début de mois, qu'est-ce que j'ai prévu de faire? Au cours du mois, qu'est-ce qui s'est passé? Au total, ça ressemble à quoi à la fin du mois? Et je fais ma petite comparaison par rapport à ce que j'ai prévu et ce qui s'est réalisé. Qu'est-ce que je note? Qu'est-ce qui se passe? Quel est l'écart? Est-ce qu'il y a une compagnie que je dois éliminer parce qu'il m'amène tout le temps sortir et du coup je dépense plus que d'habitude? Est-ce que il y a quelque chose que je n'ai pas budgété mais qui revient régulièrement et il faut donc que je l'inclue dans mon prochain budget, etc. Donc ça c'est pour l'individu, je crois que ça parle de lui-même. Et là, on va voir très brièvement ce qui se passe pour le côté entreprise. Parce que le côté entreprise est un peu plus complexe, en fait. Un peu plus complexe, pourquoi? À cause du BFR qu'on mentionnait plus tôt. Et, aussi parce que en fonction de ce que vous faites comme business ou ce que vous faites comme activité, il y a différentes façons de fabriquer son budget de trésorerie. Mais le principe est le même. C'est-à-dire que je vois ce qui va potentiellement entrer, ce qui va potentiellement sortir. J'évalue le BFR potentiel et je construis mon budget de trésorerie à partir de ça de manière très simple. Bon, en fin de formation, on vous donnera la narrative qui va avec les chiffres, par exemple, qui sont ici pour cette entreprise, pour que vous ayez une idée de comment est-ce qu'on quitte de qu'est-ce que l'entreprise fait pour en arriver à avoir ces chiffres-ci. Là, par exemple, on a pris une entreprise qui fait dans tout ce qui est céréales. Et on a noté en fait que dans son modèle d'affaires, il y a des décalages. Elle vend à la fois en direct et elle vend aussi en magasin. Et parce qu'elle vend en magasin, il y a des décalages de réception des fonds, etc. La même chose avec son fournisseur. Elle ne paye pas forcément tout directement en fait. Donc, c'est tout ça qui se manifestera ici. Par exemple, dans les 3 premiers mois de son activité, elle s'est dit, je me concentre sur la communication. Je ne vais peut-être pas trouver des clients dès le départ, mais à partir du 4e mois, forcément, il y aura déjà les clients. Et dans ses prévisions, en fait, ce n'est même pas 800 000 qu'elle avait prévu de vendre à partir du 3e mois, en fait. C'est un peu plus de 800 000. Mais parce qu'on est dans le budget de trésorerie, on considère uniquement ce qui est entré dans les caisses. Et ce qui est entré dans les caisses à partir du mois 4, c'est 800 000, etc., etc. Donc, quand on fait ce budget de trésorerie-là au niveau d'une entreprise, c'est un peu plus délicat parce qu'il faut vraiment être conscient de ce qui se passe. Ce que tu essaies de matérialiser, c'est les ventes potentielles effectivement payées. C'est-à-dire que non seulement tu as fait ton service, mais on t'a payé pour le service. Si par exemple tu fais des travaux publics et que l'État ne te paye pas directement, ici dans ton budget de trésorerie, tu vas noter le moment où l'État te paye. Si tu n'as pas encore d'argent, en général, ce que les gens font, c'est qu'ils vont auprès de leur banque pour dire, hey, j'ai gagné ce marché-ci, donnez-moi de l'argent. C'est cette entrée d'argent-là venant de la banque que tu vas matérialiser de ce côté-ci. Mais vraiment, ne nous compliquons pas la vie. Le principe est très simple. Je dois matérialiser ce qui va potentiellement m'être payé de manière concrète à la période où ce sera fait. Là, je suis resté sur 6 mois pour 2 raisons. Parce que bon, déjà, petite parenthèse, quand vous êtes encore en train de chercher votre product market fit, vous ne savez même pas encore qui est votre client, qui est votre produit,
Ce travail-ci ne vous concerne pas. Ce qui vous concerne, c'est juste de tenir votre journal de trésorerie. Oui, vous avez votre capital de départ. Avec votre capital de départ, vous notez, voilà ce que j'ai acheté, voilà ce que j'ai dépensé, voilà encore ce que ma tata m'a donné pour m'encourager. C'est les petites choses comme ça que vous devez tenir au départ parce que vous n'avez pas vraiment de visibilité sur ce qui va se passer. Vous pouvez, c'est vrai, créer des trucs, mais ouais, c'est pas intéressant pour vous. Le plus intéressant, c'est d'abord de faire votre gestion quotidienne pour vous rendre compte de qu'est-ce qui entre, qu'est-ce qui sort, est-ce que vous allez manquer d'argent, si oui, qu'est-ce que vous allez faire, etc. Ce n'est que lorsque vous rentrez en phase de croissance et surtout lorsque vous êtes en phase de maturité, parce qu'en phase de maturité, au moins vous avez l'historique derrière vous, c'est là que vous pouvez commencer à faire de réelles prévisions. Parce que vous savez que, OK, l'année dernière, voilà comment ça s'est passé. L'année d'avant, voilà comment ça s'est passé. Ou les 6 mois derniers, voilà comment ça s'est passé. Et à partir de ça, vous pouvez construire, en fait. Bon, sous d'autres cieux, ils se permettent quand même de le faire un peu plus tôt parce que peut-être qu'ils ont les informations des entreprises similaires et autres, ils peuvent jouer avec. Mais dans notre contexte, soyons pragmatiques. C'est-à-dire que si je n'ai pas d'historique sur lequel me baser pour faire des prévisions, autant se concentrer strictement sur la gestion de ma trésorerie actuelle et réelle. Ça, c'était la parenthèse. Maintenant, pour en revenir à ceci, on s'est dit, ce que j'essaie de visualiser, c'est qu'est-ce que je vais recevoir concrètement comme argent. Dans son cas, comme elle venait de commencer son entreprise, il n'y aura pas de vente pendant les premiers mois, peut-être parce qu'elle sera en train de chercher des fournisseurs, peut-être parce qu'elle sera encore en train d'arranger le local, peut-être parce que. Mais toujours est-il, au départ, elle a ses petites économies de 5 millions avec lesquelles elle veut se lancer. Et elle prévoit qu'à partir du mois d'après, voilà ce qu'elle va recevoir en gros, pour ses ventes en gros, parce qu'on a dit qu'elle vendait au comptant en gros, voilà ce qu'elle va recevoir des supermarchés au fur et à mesure. Donc ça, c'est pour les prévisionnels d'entrée. Les prévisionnels de sortie, comme c'est une entreprise qui vend de la marchandise physique, forcément, il y a l'achat de stock qui va rentrer dans ce qu'elle va c'est pourquoi elle va décaisser. Il y a forcément le réapprovisionnement qui va devoir être compté. Il y a la main-d'œuvre, il y a le loyer, il y a la prospection, il y a. L'idée, en fait, c'est lorsque vous faites cet exercice-ci, c'est de pouvoir savoir quelles sont vos charges fixes, quelles sont vos charges variables. Et l'idée, c'est de matérialiser, en fait, qu'est-ce que je paye à quel moment. Par exemple, vous allez vous rendre compte que, oui, on a dit qu'à partir du mois 3, elle est en train de vendre quelque chose. Et normalement, les taxes, c'est 5% de son chiffre d'affaires. Mais vous allez vous rendre compte que les taxes, il n'y en a pas au mois 3 ni au mois 4 mais en mois 5. Pourquoi? Parce que quand je vends ici, là, la taxe, je ne la paye pas le mois là, je la paye le mois d'après, en fait. Peut-être le 5 ou le 15, ça dépend de la réglementation du pays. Mais en général, mes taxes de mars, je les paye en avril, au plus tard le 15 du mois, au plus tard le 5 du mois, dépendamment de là où vous vous trouvez. Et donc, du coup, c'est ce décalage-là qu'il faut matérialiser dans euh, les décaissements que vous aurez, en fait. De la même façon aussi, par exemple, si elle avait un crédit avec un décalage de, je ne sais pas, 3 mois, parce qu'elle a dit que oh, je n'aurai pas les ventes les premiers mois, il y aurait ce décalage-là concrètement dans la prévision qu'elle ferait de ses sorties. Donc, c'est des petites choses auxquelles il faut faire attention. Quand est-ce que cette dépense-là sera enclenchée potentiellement? Structurellement, il y a des façons dont ça se produit, comme pour les taxes. Peut-être par rapport à le niveau d'activité, par exemple pour les livraisons, il y aura une certaine évolution. Peut-être par rapport à, bon là quand même, elle aurait dû quand même continuer de communiquer, mais ça c'est son problème particulier. Par rapport par exemple au loyer, elle a payé en avance pour le semestre, etc. Donc je disais que j'ai fait ça sur 6 mois aussi, pour une autre raison, c'est que parfois aussi, même si tu as un petit historique, peut-être d'un an ou deux, les choses sont assez changeantes. Par exemple, si tu fais des prévisions pour ta startup, il peut arriver en début d'année, vous aviez un modèle peut-être orienté B2C, mais soudainement, vous devez pivoter. Et c'est parce que vous pivotez, en fait, votre structure des coûts change, votre façon de gérer change. Et donc, du coup, les prévisions que vous avez faites, en fait, ne peuvent plus être tenues de la même manière. Donc, il faut s'ajuster rapidement, en fait. C'est pour ça que j'ai gardé la durée d'évaluation ou bien de prévision sur 6 mois, parce que les choses aussi peuvent changer assez rapidement. Donc, là, on a vu pour les sorties, le principe. Et maintenant, au niveau du BFR, bon, c'est là que l'acteur meurt souvent un peu. Et c'est pour ça que c'est intéressant, en fait, d'avoir un historique. Parce que l'historique vous permet de savoir, en théorie, ou bien du moins, par rapport à ce que j'ai vécu par le passé,
Lorsque je vends pour 1 million, machin, le stock ressemble à peu près à ça. Lorsque je vends pour tel, le stock représente à peu près à ça, en fait. Parce que là, on est encore dans le prévisionnel. Si on était dans la réalisation, ce serait très simple. Tu vas seulement aller dans ton bilan à telle date. Voilà ce qui se passe comme stock. Voilà ce qui se passe comme dette, ce qu'il y a comme dette. Voilà ce qu'il y a comme créance. Bon, le BFR, je n'ai peut-être pas mentionné la formule tout à l'heure. C'est le stock que tu as, donc l'argent qui est en marchandises dans tes magasins, plus les créances, donc l'argent qui est dehors, moins les dettes fournisseurs. L'argent là qui va sortir dans bientôt. Donc, lorsqu'on essaie d'évaluer pour elle, pendant les 3 premiers mois, son stock n'a pas bougé. C'est le même. C'est à partir de ce mois-ci que, entre réapprovisionnement, vente et compagnie, il y a des changements en fait. Au niveau de ses créances, pareillement, comme elle a commencé à vendre au supermarché, voilà le niveau de ses dettes ici et là. La même chose pour sa dette fournisseur. Bon, pour sa dette fournisseur, elle a fait l'erreur d'acheter assez tôt chez son marchand. Bon, et, erreur ou pas, peut-être il fallait des échantillons à montrer aux gens. Donc, elle a acheté d'avance. Et donc, du coup, dès le mois 2, alors qu'elle ne fait pas encore de vente et autres, elle est en train de payer son fournisseur au fur et à mesure. Donc, toujours est-il, on fait son stock, plus la créance en question, ce que ses clients lui doivent, moins ce que ses fournisseurs lui doivent. C'est ça qui nous donne le BFR, besoin en fonds de roulement. Lorsque le besoin en fonds de roulement est positif, ça veut dire que c'est de l'argent qu'il faudra financer. Lorsqu'il est négatif, vous êtes content, ça veut dire que l'argent vous revient facilement en fait. C'est aussi noté dans la narrative qu'on va vous donner par rapport à cet exercice, ce template-ci en fait. Et simplement, comme on s'était dit, l'idée quand on fait son budget de trésorerie, c'est de voir qu'est-ce que j'avais au début de la période, qu'est-ce qui est entré, qu'est-ce qui est sorti. Et du coup, qu'est-ce qui me reste comme flux à la fin du mois? Et qu'est-ce que j'ai comme solde bancaire? Bon, le flux de fin du mois, c'est juste entrée moins sortie, hein. Mais bon. Et le solde de fin du mois, c'est le solde de départ plus le flux, simplement. Donc, très, 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 très simplement, on va se rendre compte que même si elle avait son petit 5 millions au départ comme capital, ça va, elle est quand même bien. Elle a bien géré ses dépenses au départ. Mais dès lors qu'elle commence à vendre, vous vous rendez compte en fait que sa trésorerie tourne dans le rouge. Et très souvent, c'est ce qui nous arrive. On avait un très bon capital, on a acheté la marchandise, on s'est équipé, on a fait la com, on a trouvé des clients. Et à peine on commence à vendre, on se rend compte qu'au lieu que l'argent entre, les caisses sont vides. C'est ça qui se matérialise ici dans ce budget prévisionnel en fait. Et donc, parce qu'elle avait cet exercice-ci préalablement à son lancement, préalablement à ce que les choses arrivent, elle peut facilement se rendre compte que, hé, l'affaire-ci, ça va cuire sur moi, hein. Ça va pas aller, je ne vais pas trouver, où est-ce que je vais trouver 2 millions pour pouvoir gérer le mois 4 ou autre. Soit, en fait, dans sa situation, soit vous vous concentrez sur est-ce que mon modèle d'affaires est soutenable? Donc, peut-être qu'il faut pas, je n'ai pas encore le niveau pour accorder les crédits au supermarché. Donc, il faut que je me concentre sur un couloir où on me paye au comptant. Peut-être que c'est le niveau de stock que j'ai qui est trop gros. Donc, peut-être il faut que je fasse du juste à temps. J'achète directement quand j'ai besoin de produits ou bien quand j'ai besoin de donner à quelqu'un. C'est à ce moment-ci en fait que vous réévaluez parce que tout ce qui crée ce besoin d'argent-ci, c'est le décalage qu'il y a entre vos entrées d'argent et vos sorties d'argent et l'argent qui est stocké chez vous. Donc, dans la narrative qu'on vous a faite, on a expliqué un peu quelques mesures qu'elle pourrait prendre, ne plus convaincre d'autres supermarchés, mais trouver plutôt des clients au comptant, beaucoup plus de clients au comptant, etc. Mais l'une des choses que les gens font, et c'est pourquoi en fait on calcule le besoin en fonds de roulement, c'est que le besoin en fonds de roulement le plus important, ici là on va se rendre compte que c'est celui du mois 4, voilà. Le besoin en fonds de roulement le plus important, en fait, c'est lui qu'on cherche à financer. Et parce qu'on le finance, en fait, ça nous permet à nous de pouvoir avancer avec un peu plus de sérénité sur le reste de la période, en fait. Si je sais que je vais manquer d'argent à partir du mois 3, dès le départ, je cherche à combler ce vide-là. Ou bien je cherche à changer mon modèle d'affaires pour que ça matche avec mes besoins réels, avec ma situation, en fait. Donc, c'est un petit peu ça. Au niveau des entreprises, j'avoue, c'est parfois un peu complexe, ça peut parfois être un peu embêtant, mais c'est bien de pouvoir savoir au moins comment ça se présente et être conscient de son BFR, besoin en fonds de roulement.
Donc ici, pour le template concernant les entreprises, on n'est pas allé dans le journal et le côté comparatif, mais c'est le même esprit en fait. Ici, là, j'ai prévu que voilà comment mes 6 prochains mois vont se dérouler. Voilà comment éventuellement je vais combler le problème qui va se poser. Mais à un moment donné, à la fin des 6 mois, il faudra que je me pose pour me dire, OK, par rapport à ce qui a été prévu là, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce que j'ai même réussi à vendre comme j'avais prévu de vendre? Est-ce que j'ai même réussi à négocier de meilleures marges avec mes fournisseurs? Peut-être je leur ai dit que hey, je vais seulement vous payer tous les semestres. Est-ce que tout ça, c'est dans la comparaison qu'on le fait? Et une bonne comparaison découle d'un bon journal de trésorerie qui a été tenu avec régularité.